il est 15 h, il est 15 h. Comme tout agiliste qui se respecte, on va commencer à l'heure. Bref, aujourd'hui, on va parler leadership cet après-midi. On va parler de comment passer du leadership au leadership. Je me présente juste rapidement pour les gens qui n'étaient pas là ce matin. Olivier Leland, je suis coach agile chez SWAT coach depuis maintenant un peu plus de 7 ans et chez SWAT depuis maintenant 12 ans. C'était mes 12 ans en janvier. Et je suis voilà, donc coach, j'interviens auprès des équipes, auprès des managers, des organisations et petite affinité particulière pour tout ce qui est management, notamment le management 3.0 et leadership et également les problématiques d'organisation agile, l'agilité à l'échelle, etc. Je suis également co-organisateur des conférences Agile France et Frugagile, la petite sœur d'Agile France qui est née avec ce monde d'après, ce monde avec, qui fait la part belle au distanciel. Voilà pour moi. Soit je ne vais pas représenter, vous connaissez un peu ce qu'on y fait avec notre belle équipe de coach agile, diversité et harmonie. Voilà, c'est nos deux maîtres mots. Leadership. Alors pourquoi ce jeu de mots voilà. On va raconter un petit peu une histoire vraie. Et on va tirer les conclusions de cette histoire après tout au long de cette conférence. Vous serez mis à profit pour trouver un petit peu des éléments de langage, trouver des phrases, des problématiques que je vais vous donner. Donc ce sera une conférence un petit peu interactive. Et on va commencer tout d'abord avec cette histoire, une histoire vraie. Donc une histoire vraie qui se passe aux États-Unis et qui concerne un navire cargo qui s'appelle le SS El Faro. Un beau bébé, le SS El Faro, hein, c'est un navire qui fait plus de 240 mètres de long, qui fait plus de 31 000 tonnes à pleine charge, et donc qui fait une livraison entre Jacksonville, donc petit port de Floride, et San Juan, petite île au sud-est de Cuba. Le navire est assez ancien et il doit faire ses preuves parce qu'il y a un contexte économique assez particulier. Il y a une baisse d'activité, il n'y a plus que 2 navires sur les 3 initiaux par la compagnie maritime qui les emploie qui vont être en activité et pour aller opérer en Alaska où les conditions sont un petit peu plus rudes. Donc, ils ont à cœur de mener à bien cette traversée qui se déroule dans une période de l'année qui est propice aux tempêtes. Tempêtes qui sont les tempêtes tropicales de saison et qui amènent aussi d'autres contraintes. Euh, ces tempêtes, euh, on remarque que la tempête, en fait, donc là, on est fin septembre, le navire va prendre la route et une tempête est annoncée. Et en fait, rapidement, quelques heures plus tard, la tempête se transforme en ouragan. C'est un ouragan de force 3. Donc, attention. Et alors, d'habitude, l'ouragan, il passe au sud de San Juan. Sauf que c'est pas comme ça que ça va se passer. L'ouragan va continuer à avancer dans une direction qui n'était pas prévue. Donc là encore, notion d'incertitude. Et comme vous voyez sur l'image de centrale, le navire a 2 options. Il peut pivoter dès le départ et contourner la tempête en passant au nord de Cuba. Ou alors, s'ils ont passé Cuba, ils peuvent aller à un point qui s'appelle Rum Cay, et là, ils peuvent contourner encore. Ils ont toujours la possibilité de changer de trajectoire pour atteindre la bonne destination. Alors, changer de trajectoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'économiquement, on perd plus d'une journée. On perd à peu près 8 heures en temps de trajet maritime. Donc, on consomme plus de carburant, on va plus lentement, on dépasse les délais. Dans un contexte économique avec de grosses pressions, en fait, le capitaine, il a à cœur de bien réussir sa traversée. Et va s'en suivre une traversée qui va être jalonnée, jonchée de mauvaises décisions de la part de celui-ci. À plusieurs moments, en fait, les gens vont essayer donc l'équipage, le second, le troisième officier, etc., vont essayer euh, de parler au capitaine qui répond toujours de manière très directive
OK, non, non, c'est bon, ça va passer, pas besoin, je prends la décision. Donc c'est pas nous prenons la décision, c'est je prends la décision. Le navire, on passe, la route la plus directe, la route atlantique la plus directe possible pour arriver à San Juan. On va éviter l'ouragan, ça va bien marcher. La tempête arrive, la tempête augmente, l'ouragan passe, force 4. Le navire, en fait, a la possibilité encore d'arriver à Rum Cay et de contourner la tempête et en fait, l'équipage va être, comme résigné, va plus, parler au capitaine, pour, dire qu'effectivement il est temps de changer de cap parce que sinon on va droit dans le mur. Hem, le capitaine, lui, il dit: «Non, non, tout va bien, il y a aucun problème». Il est toujours dans l'affirmation. Quand il pose des questions, c'est des questions binaires. Il répond à ses propres questions. C'est: «OK, on va dans cette direction, c'est bien ça? OK, donc on y va, on avance». L'équipage, ne dit carrément plus rien. C'est, le capitaine qui va faire que des monologues et arrive ce qui devait arriver. Ceci est la position satellite, la dernière position satellite enregistrée par le navire qui se trouve à quelques miles du cœur de l'ouragan. Tragédie puisque, à aucun moment, en fait, l'équipage ne va être capable d'inverser la vapeur et de, changer de cap pour éviter la tempête. Le 3 octobre, donc 3 jours après le départ, le navire coule, le naufrage, est inéluctable et va faire 33 victimes, aucun survivant. Comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé sur le navire? On a eu, entre guillemets «la chance», l'opportunité de récupérer la boîte noire, du navire en fait, qui, va permettre une retranscription de 511 pages sur toutes les conversations qu'il y a eu dans cette traversée et dans lesquelles ils ont pu analyser le langage, du capitaine du navire justement et voir qu'il y a énormément de couacs dans son langage et dans son paradigme en fait, le paradigme qu'il avait. Alors, là, bien sûr, on est dans une forme de leadership. Hem, on est dans un monde maritime, on est avec des vies humaines en jeu. Dans nos organisations, c'est heureusement pas toujours comme ça. Par contre, on peut faire un énorme parallèle et déjà se poser la question: «Mais comment est-ce qu'on est arrivé là, en fait?» Qu'est-ce qui a fait qu'en 3 jours, le pire s'est produit, quoi? En fait, on perd un équipage de 33 personnes qui sont équipage expérimenté, je le précise. Et avec aucun survivant et donc un navire qui coule et ils ont retrouvé l'épave à 4 000 mètres de fond. Tragédie, est-ce que la tragédie aurait pu être évitée? Eh ben, avant de répondre à cette question, déjà, on peut voir que le le leadership du capitaine, était totalement inadapté. Hem, de par les questions auxquelles il répondait lui-même, des questions binaires qui n'invitaient pas à la discussion. Le temps de parole a été mesuré au chronomètre près, hein, le temps de parole a été mesuré pour le capitaine et en fait, dans une conversation, tripartite avec le second, le capitaine et le reste de l'équipage, le reste de l'équipage ne parle que 1 du temps en moyenne. Donc c'est dramatique. Aucune intelligence collective. Dans le paradigme du capitaine, on est, dans un monde où, on obéit à la montre. Voilà, la deadline, c'est ce qui prime sur tout le reste et donc on doit absolument, impérativement, heu, respecter les délais. On est dans un paradigme où on cherche à contraindre les gens. C'est: «Il faut faire ça». On les embarque pas, on leur impose ce qu'il faut faire. On est dans un monde où on se soumet à l'autorité. L'autorité fait foi, l'autorité a raison. On est dans un monde où on doit continuer à tout prix et c'est un peu ce que Eddy en parlait, ce matin, dans sa conférence Organisation as a Product. On est sur, OK, le biais d'engagement. Typiquement, non, on s'est engagé dans cette voie, on va continuer là-dessus. L'erreur n'est pas permise, on ne s'est pas trompé, on doit continuer et on doit prouver aussi qu'on est les meilleurs. On doit prouver qu'on est fort et qu'on est les plus compétents et enfin, on doit se conformer. On doit se conformer au contexte, on doit se conformer à la culture, on doit se conformer à la majorité et si la majorité a tort, eh ben, voilà ce qui peut arriver. On a maintenant en fait, avec pas mal de recul justement, avec des histoires comme ça,
qui nous amène à penser le leadership sous un angle un peu nouveau et remplacer en fait tout ce paradigme du, command and control, et le transformer dans un paradigme qui, bah, voilà, qui permet justement, l'intelligence collective, qui permet de aux gens de faire émerger des solutions par eux-mêmes, de les engager, de les inspirer et pour ça, voilà, on va remplacer obéir à la montre par contrôler la montre. On va pas se contraindre, mais on va collaborer. On ne va pas se soumettre, mais on va s'engager. On ne va pas continuer à tout prix, mais on va compléter le travail en cours. On ne va pas prouver, mais on va améliorer. Et enfin, plutôt que de se conformer, on va se connecter les uns aux autres pour véritablement faire du collectif. Hem, on va y revenir du coup en détail sur, chacune de ces de ces pratiques et un point super important, c'est qu'en fait, il y a 2 visions en fait qui s'affrontent et qui s'affronteront toujours, quel que soit le contexte, quelle que soit la culture. C'est ce qu'on appelle le red work, le travail rouge, donc l'action, et le blue work, la réflexion. Dans les organisations à l'ancienne, on séparait toujours les 2. Les cols blancs, cols bleus, par exemple. On a, ceux qui pensent et ceux qui exécutent, séparer les pensants des exécutants. Heu, là, dans cette approche-là, en fait, ces 2 visions, elles se combinent. Elles se combinent. C'est pas, il y a des personnes qui sont dans le rouge, des personnes qui sont dans le bleu. Non, non, c'est ensemble, on alterne. C'est un cycle, c'est un mouvement entre le rouge et le bleu. Et en fait, vous voyez que donc les 6 tactiques de ce leadership, elles permettent de transiter d'un état à l'autre. Contrôler l'horloge, on va passer du rouge vers le bleu. S'engager, on va passer du bleu vers le rouge. On va passer de la réflexion à l'action, et cetera. Et on a besoin finalement de ce mouvement, de passer, d'un temps vers, l'action, de passer de la réflexion, de prendre du recul. Et au contraire, heu, une fois qu'on a les idées claires, hop, de repasser dans l'action. Et c'est ce mouvement, ce va-et-vient entre l'action et la réflexion qui permet de devenir vraiment performant et d'éviter le drame, qui a eu, l'équipage de El Faro. J'ai une question pour vous, vous pouvez répondre dans le chat. À votre avis, alors les plus observateurs, auront peut-être, vu la une date, mais à votre avis, ça se passe quand ce récit du SS El Faro, du naufrage du SS El Faro? En quelle année ça se passe, d'après vous? Vous pouvez mettre les réponses dans le chat. OK, les gens sont observateurs, j'aime bien. 2015 effectivement, 2015. On pourrait penser que c'est une histoire, qui date des années 80 et en fait, non, c'est sorti, c'était il y a 5 ans. Il y a un peu plus de 5 ans maintenant, donc c'est très, très récent. Et il y a eu d'autres histoires aussi, avec un peu moins de drame, mais on pense au naufrage, ou à l'incident pétrolier, le Deepwater Horizon de la compagnie pétrolière BP, où pareil, il y a eu un enchevêtrement de mauvaises décisions suite à un leadership totalement inadapté, un command and control où il fallait attendre la hiérarchie, l'aval de la hiérarchie pour prendre une décision. Là, l'exemple en question, c'était, heu, la plateforme pétrolière est en train de prendre feu, le puits a explosé et il y a des flammes. Il va se passer 15 minutes entre le moment où, les gens observent le feu et le moment où les personnes vont désactiver, l'arrivée, et enclencher le protocole, de sécurité. Parce qu'ils avaient besoin de toute la chaîne, l'aval de toute la chaîne hiérarchique. Donc on arrive à des non-sens absolus. Mais avec ça, notre objectif, c'est plus jamais ça. Donc on va parler un petit peu, voilà, de ces différents principes et je vais vous montrer comment chacun des principes s'active avec des tips et notamment avec la façon dont on parle qui conditionne énormément ces actions. Donc contrôler la montre. Plutôt que d'obéir à la montre, on va essayer de contrôler le temps. Contrôler le temps, c'est prendre le temps, c'est rendre la pause possible déjà, rendre la pause possible. En tant que manager, en tant que leader, faites en sorte de rendre la pause possible pour les gens, que ce soit OK, pour que les gens disent: «OK, là, j'ai besoin d'une pause pour prendre du recul sur une situation et on en reparle et puis, et on avance». Donner un nom de code, un autre code pardon, pour, signaler la pause, donner un nom de code, c'est, on prend par exemple, Toyota en fait où ils ont, le fameux, Undone qui est une corde en fait qui traverse les chaînes de production et dès qu'un ouvrier voit un défaut, qu'il faut ou ce qui nécessite du coup d'arrêter la chaîne de production, il a juste à tirer la corde et la chaîne de production s'arrête automatiquement. Donc voilà, ça c'est autorisé et ça permet aux gens de tout de suite,
corriger une erreur, s'adapter et repartir. Donner un nom de code pour signaler la pause, super important. Ça peut être un nom de code pour l'équipe, ça peut être, KitKat, je sais pas, have a break, have a KitKat. Et après, ça permet de lancer la pause. Donc lancer la pause, c'est inviter la pause, c'est, ne pas attendre, peut-être ne pas attendre une rétrospective qui arrive dans 2 semaines pour dire les choses, qu'il faut s'améliorer. C'est au contraire, voilà, de donner le nom de code et dire: «OK, prenons le recul». Ça peut rappeler un peu les coachs sportifs avec les matchs, de foot ou les matchs de basket où OK, un temps mort et un temps mort, demander OK, le temps mort, le coach, a rappelé l'équipe, petit point, petit débrief et on repart à l'action. Dernier point, c'est planifier la prochaine pause, donc c'est avoir aussi des rituels en place pour ces pauses de réflexion. Alors en agilité, il y a des trucs qui sont largement déployés, qui commencent par, rétro et qui se finissent par spective. Donc pour ça, voilà, c'est très, très classique, mais ça permet de mettre en place ce contrôle de la montre quelque part, en fait. On prend le temps de la réflexion pour s'améliorer et avancer. Un exemple aussi, si on n'a pas de rétro ou si on a besoin de faire, des points réguliers, en tant que leader, plutôt que de dire: «On va passer à travers la tempête, c'est bon, on en a vu d'autres», ce qui est quasiment mot pour mot ce que disait le capitaine à son équipage, hein. On pourrait formuler par: «OK, je suis inquiet à propos de la tempête». Il y a une tempête, effectivement, c'est factuel. On va avancer comme ça. Donc on va peut-être pas tout de suite bifurquer, on va voir comment ça se passe jusqu'à ce qu'on puisse encore, changer. Mais par contre, on va réévaluer cette décision aux alentours de midi, à notre daily bridge pause et d'ici là, j'aimerais connaître les conditions météo à 11h30 en soutien de cette décision. Donc on va rechercher du factuel pour pouvoir prendre la décision la plus juste au plus tard. Alors, j'ai un petit exercice pour vous, un petit sondage qu'on va lancer. Quelle phrase est selon vous celle qui invite le plus à une pause pour prendre du recul? Alors, 5 phrases, hein. Nous devons atteindre notre quota aujourd'hui. Si vous voyez quelque chose d'anormal, dites-le. Commençons ce travail, nous ferons un point dans 2 heures. Très bien, tout est en place, nous sommes prêts. Ou si les conditions commencent à se dégrader, prévenez-moi. Alors, je vais lancer un petit sondage. Voilà. Donc, pour vous, quelle phrase est celle qui invite le plus à une pause pour prendre du recul? Et les gens ne se trompent pas. La majorité, parle d'elle-même. Il y a une très nette tendance, qui se déroule. 60 de votants, donc nous devons atteindre notre objectif, notre quota. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Commençons ce travail, nous ferons un point dans 2 heures. Très bien, tout est en place, nous sommes prêts. Ou si les conditions commencent à se dégrader, prévenez-moi. Eh bien, sans plus attendre, hop, voici les résultats. Effectivement, commençons ce travail, nous ferons un point dans 2 heures. C'est, la phrase qui invite le plus à prendre du recul puisqu'il est explicitement, dit: «Dans 2 heures, on fait un point tous ensemble pour réévaluer la situation et voir si, on doit, prendre une autre décision». On pourrait classer ces phrases en fait, par, par ordre en fait, qui est le plus niveau. Effectivement, le la pire de toutes, c'est, «Nous devons atteindre notre quota aujourd'hui». Donc là, ça n'invite absolument pas à la pause, ça invite juste au rush, au rush, au rush, au rush et absolument pas à la pause. Mais vous voyez un petit peu, voilà, des juste dans la façon dont on parle, on peut conditionner, beaucoup le comportement, des gens. Après, on nous dit, Sylvie nous dit: «Oui, alors faire une pause toutes les 2 heures, ça désinvestit». Alors là, effectivement, je te l'accorde, l'idée c'est pas de faire une pause toutes les 2 heures, c'est dans un exemple, mais par contre, si tu es dans un contexte qui nécessite du feedback, où toutes les 2 heures on doit savoir parce qu'on ça change très, très vite et on doit opérer, très, très vite, ouais, c'est le 2 heures, c'est pas déconnant. Si c'est dans quelque chose d'opérationnel avec, une échelle de temps plus grande, effectivement, le feedback, tu vas le demander, peut-être, quotidiennement ou, on fait un point toutes les semaines et cetera. Et effectivement, ouais, la phrase 1 t'empêchera d'avoir un feedback plus tôt. Ouais, nous devons atteindre notre quota aujourd'hui. La phrase 1, la number one, nous ferons un point dans 2 heures, effectivement, peut-être que, c'est trop tard, 2 heures. Si ça se dégrade après 10 minutes, effectivement, tout dépend du contexte. Là, on était dans un exemple, par rapport au capitaine du navire, avec la tempête. Peut-être que voilà, les 2 premières heures, ça se passe sans encombre pour le moment, mais on sait que la tempête se dégrade très vite. Donc au bout de 2 heures, on fait une, réévaluation de la météo et là, on prend la décision de: «OK, on change de cap, sinon, c'est mort, quoi».
Ce qui m'amène après à la deuxième partie, deuxième tactique du leadership, c'est la collaboration. Collaboration, 4 petits tips pour inciter la collaboration. Donc la collaboration, là, on parle de collaboration dans la réflexion pour, justement faire preuve d'intelligence collective. Premier point, c'est voter puis discuter. Alors ça, c'est une technique assez intéressante puisqu'en fait, avant de faire parler les gens, on va, demander un vote, demander une estimation. Alors un vote, ça pourrait être, bah, quel est votre, avant de savoir plus, quelle est votre, note de confiance, de 1 à 10 sur, l'évolution de cette situation? OK, bah, si la majorité des gens disent, bah, 2, 3, OK, si la moyenne est à 2, admettons, ouais, ça donne un indicateur fort pour dire: «OK, les gens sont pas du tout confiants, maintenant on va discuter». Donc ça permet, d'éviter tous les biais d'autorité, ça permet d'éviter tous les biais de conformité, heu, pour, voilà, faire, parler les gens. Ça, en agilité, on le connaît très bien puisqu'avec des exercices comme le, planning poker, on peut, faire parler tout le monde en faisant des votes sur des estimations. Heu, Qu'est-ce qu'on pense que, l'estimation, que ce soit en termes de valeur métier ou en termes de complexité, qu'est-ce que ce sujet-là a comme estimation? Donc on le fait, en intelligence collective, encore une fois, et pour faire fi des biais, collectifs. Deuxième tips que je vous donne, c'est travailler la curiosité et non pas la contrainte. Travailler la curiosité et non pas la contrainte, c'est plutôt dire, plutôt que de voir ça comme un problème, vous voyez ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Et donc soyez curieux, cultivez votre curiosité, cultivez, vos questions, du coup. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation-là? Le consensus, c'est bien, mais ça peut être, effectivement, si c'est un consensus mou, heu, c'est pas intéressant. En fait, vaut mieux être d'accord de ne pas être d'accord, justement. Donc inviter à contester, pour que les gens soient OK pour, même s'ils ont un avis contraire au reste du groupe, ils puissent, parler et ils puissent, s'exprimer. Ça, c'est dans un système, heu alors je rappelle on a eu une anecdote de Oncle Bob, il y a quelques semaines, qui nous disait effectivement, quand ils ont co-créé le manifeste agile, parmi eux, il y avait une personne, c'était Steve Mellor de mémoire, qui était un pro, un aficionado et un émissaire du cycle en V. Et c'était leur contre-argument permanent, en fait. Et il disait, oncle Bob disait: «En fait, quand vous avez ce genre de décision à prendre, collective, le pire truc qui puisse vous arriver, c'est que tout le monde soit d'accord dans un groupe». Donc travaillez la contestation aussi. Et enfin, des informations plutôt que des instructions. Donc, transformez vos instructions en informations. Et un petit exemple, transformation. On va faire une phrase ou 2 par exemple. Transformez chacune de ces instructions en information. Ah, vous êtes en voiture avec un ami et vous êtes passager et vous voyez une place libre, ça fait 10 minutes que vous poirotez et là vous dites: «Garez-vous ici, gare-toi ici». Comment est-ce qu'on pourrait transformer cette phrase pour que ce soit non plus une injonction, mais une information? Et voilà, il y a une place libre ici, cette place libre-là. Après, je te donne l'information, à toi de prendre la décision. Alors ça rappelle effectivement tout, ce qu'on disait, ce matin sur les décisions décentralisées et cetera. Mettre en place des décisions décentralisées, ça commence aussi par travailler son langage et donc donner moins d'injonctions et donner plus d'informations aux gens. Heu, soumets tes propositions, là dans un contexte effectivement, où, il y a quelqu'un qui vient vous voir et il a un sujet d'article, voilà, un sujet d'article qu'il voudrait, poster sur LinkedIn par exemple et vous, vous êtes content de ce qu'il a fait, vous trouvez ça super intéressant et vous dites: «Ah mais soumets tes propositions!» Pareil, comment est-ce qu'on transforme cette injonction en information? Ta proposition serait parfaite sur LinkedIn, effectivement, voilà. Je ne Voilà, un exemple, une information factuellement pour moi, voilà, la proposition est très belle facture, ça fera un très bel article sur LinkedIn. OK, pareil, on donne une information, mais pas d'injonction. Soyez là à 17 heures pour la keynote de clôture. Non, ça c'est voilà. Je ne vous dirai jamais: «Soyez là à 17 heures pour la keynote de clôture». À la place, je vous dirai: «La keynote de clôture est à 17 heures». Exactement, exactement. Et donc voilà, ces chiffres, revérifiez ces chiffres, on pourrait dire: «Voilà, ces chiffres sont importants, ils me paraissent incorrects». Pareil, on donne des faits
aux gens que l'on veut responsabiliser de prendre ces décisions-là. S'engager. S'engager, une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on a trouvé des idées d'améliorer, à améliorer, à mettre en place. Bah, maintenant, il faut passer dans l'action et repasser dans l'action, pareil, ça se fait pas n'importe comment. Déjà, il y a un engagement à avoir, mais pas seulement sur sur un plan d'action. On doit aussi s'engager, sur un apprentissage continu. On en parlait ce matin aussi déjà. L'apprentissage continu, heu, c'est indispensable aujourd'hui dans un monde VUCA, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, notamment voilà, volatile ou et incertain. Ça change tout le temps et on ne sait pas prédire ce qui va se passer, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est expérimenter et apprendre. Donc s'engager à apprendre continuellement pour évoluer. Et c'est s'engager sur des actions et pas des croyances. Et là, je vous donnerai un petit tips, on verra juste après. Un exemple en fait frappant de croyance, c'est quand un manager vous dit, «Tiens, il y a ça à faire» et que vous répondez, moi je peux le faire». Alors est-ce que c'est une action ou c'est une croyance? Ben, voilà, c'est je peux le faire, ça ressemble beaucoup plus à une croyance. Alors que si on dit: «Je vais le faire», OK, là je m'engage, c'est une action. Et pareil pour un non, c'est, «Ah non, non, ça je peux pas le faire» versus: «Ah non, non, ça je ne vais pas le faire ça». Dans le deuxième cas, à chaque fois, l'engagement est beaucoup plus fort et c'est ce qu'on vise, dans le leadership. Sinon, les gens, ils s'engagent et ils vont s'engager sur des actions, mais aussi sur des incréments. Il faut découper le travail. Il ne faut pas s'engager sur des plans sur la comète, il faut itérer petit à petit. Revoyez le capitaine, la décision finale, ouais, ouais, il faut qu'on arrive à San Juan, et ben, on pouvait faire des petits pas pour se faire des points de décision. Est-ce qu'à ce point-là, on est toujours bon, on est toujours safe? Est-ce que là, on est toujours safe? Est-ce que là, on est non, là, on est plus safe, il faut qu'on change de cap. Donc voilà, s'engager sur des incréments. Là encore, les agilistes sont assez, équipés, là-dessus et c'est s'engager suite à un choix. Donc il faut donner le choix. Eddy nous a parlé ce matin de Popcorn Flow. Donc Popcorn Flow, c'est, un peu le, une petite technique d'amélioration continue et dans le haut, c'est les options et Claudio Pernet nous dit, 1 option, bah, il y a pas de choix, 2 options, c'est un dilemme, 3 options, là, on commence à avoir du choix. Donc pareil, quand vous avez des actions, que vous avez des solutions à trouver, essayez d'en trouver au moins 3. Voilà. Donnez le choix aux gens pour que les gens puissent prendre la décision. Donc voilà, je peux le faire, non, je vais le faire. On m'a dit de faire comme ça, ou on a toujours fait comme ça, etc. Transformer cette phrase-là et plutôt dire qu'est-ce qu'on va faire de différent? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment est-ce qu'on pourrait tester cette idée rapidement? Un exemple aussi de phrase toute faite, c'est d'engagement, c'est j'ai l'intention de lancer un projet. On fera une rétro dans 10 jours pour savoir où on en est. J'ai l'intention de. Ça, c'est vraiment de l'engagement très fort qu'on va essayer c'est ça qu'on cherche à viser, hein, dans le management aujourd'hui, dans le leadership, développer le leadership, c'est développer l'engagement. Ce qui m'amène à l'échelle du leadership de David Marquet. C'est un petit outil, que je peux vous présenter rapidement. Je te dis quoi faire, ça c'est le rouge, c'est le command and control. Et en fait, on va avoir toute une échelle, 7 sur 7 niveaux qui passe du command and control à la délégation la plus totale. Donc et ça se passe par, des mots qu'on emploie, des tournures de phrases qu'on emploie. «Je te dis quoi faire» ou «Dis-moi quoi faire». OK, là, on est en mode soumission ou autorité, c'est du command and control. «Que vois-tu?» «Ah, je vois». «Que penses-tu?» «Ah, je pense que». «Qu'aimerais-tu faire?» «J'aimerais ça». «Qu'as-tu l'intention de faire?» «J'ai l'intention de». Et là, vous voyez déjà qu'au niveau 5, c'est totalement différent. Au niveau 5, la personne, elle est actrice de son action. «J'ai l'intention de». J'ai déjà pris la décision dans ma tête. Donc l'engagement, il est beaucoup plus fort que, «Ouais, ouais, dis-moi quoi faire». Un point intéressant, c'est que les niveaux 6 et 7 finalement, bah, c'est de la délégation totale et c'est pas ce que ce qui pourrait être recommandé. Et il y aura une question de Brice dans le chat effectivement. Quel niveau David Marquet, qui est l'auteur de cette échelle, considère être le bon niveau à atteindre? Est-ce que c'est le niveau 7? Est-ce que c'est le niveau 4, 3, 5, 6? Selon vous, dans le chat, quel est le bon niveau de délégation? Ça dépend, c'est vrai. Effectivement, bonne réponse du coach, ça dépend, mais effectivement, idéalement, pour aller jusqu'au bout de l'exercice, c'est 5.
À 5, on garde encore une bonne communication entre manager et et collaborateur et donc il y a toujours ce lien, voilà, pour que le manager, il puisse, bah, faire, progresser le collaborateur. Au 6-7, voilà, c'est une délégation totale. Maintenant, c'est bien beau ces modèles-là, c'est bien beau ces modèles d'échelle, mais il faut les activer et pour les activer, pour trouver des phrases pour que quelqu'un puisse, qui était habitué à des années, des années, des années de déresponsabilisation, des années de command and control, bah, puisse commencer à prendre les responsabilités. Parce que combien de scrum masters j'ai rencontré, j'ai discuté avec, qui me disaient, «Putain, mon équipe, veut pas prendre de décision, mon équipe, quand je suis pas là, personne ne fait, les cérémonies. Quand je ne suis pas là, personne, ne fait l'estimation, personne ne fait les délits» et cetera. En fait, les gens étaient habitués à des années de, «OK, je me pose pas de questions, j'attends juste qu'on me dise quoi faire et basta». Et là, maintenant, avec ces outils-là, c'est, bah, comment inverser la tendance? Donc 3 petits outils. Premier, c'est le changement de perspective. Mettez, la personne qui veut pas bouger, mettez-la à votre place. Dites-lui: «Si tu étais à ma place, comment tu ferais? À ton avis, toi, tu serais manager à ma place. Qu'est-ce que tu ferais de différent?» Fast forward, c'est imaginer qu'on soit dans un futur proche. Donc là, c'est imaginer un futur préféré. C'est OK, bah, on est 3 mois plus tard, le projet est une réussite. Pour toi, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a fait que le projet est réussi? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait qui et sinon, le petit changement, parce que parfois les gens, en fait, se réfrènent à donner des bonnes idées ou à s'engager dans l'action parce que la problématique est trop grosse, trop importante et heu et c'est trop une prise de risque pour eux. Ils ne sont pas habitués. Donc, bah, on va réduire le scope, réduire le champ de la décision. Parler non pas, bah, du go no go d'un énorme projet, mais peut-être juste d'une sous-partie du projet et parler de juste, un composant, technique, peut-être, un go no go sur un composant technique sur lequel la personne en question a peut-être des plus de billes et se sent plus à l'aise pour parler, pour donner son avis. Donc voilà, 3 techniques pour, aider les gens à petit à petit prendre plus d'engagement. Un exercice en 3 minutes. L'exercice, scénario, vous travaillez dans une banque qui a une application mobile. Les mises à jour sont mensuelles jusqu'à présent. Un concurrent fait désormais des mises à jour hebdomadaires. Faire de même ajouterait 30 de charge à l'équipe X qui développe l'application mobile. Alors le directeur lui, il est en mode, ouais, leadership, il veut mettre du leadership à tous les niveaux dans son organisation. Et pour lui, ça fait un certain temps qu'il veut passer à une mise à jour hebdomadaire, mais le directeur ne connaît pas la situation de l'équipe mobile et d'ailleurs, il ne l'a pas consulté. En face, nous avons le team leader de l'équipe X. Le team leader, il a la réputation de prendre soin de son équipe. C'est un leader bienveillant avec son équipe et il sait que, l'équipe a une charge de travail déjà conséquente et que faire 30 de plus, c'est le burn-out assuré. Sauf que la relation entre le team leader et le directeur, et ben, le team leader, lui, il est vraiment, soumis. Il est, en mode, voilà, j'attends que le directeur, prenne ses décisions. Moi, je ne prends pas les décisions à sa place. Et les décisions qui se posent, c'est, passez-vous à des mises à jour hebdomadaires ou non? Alors, passez-vous à des mises à jour hebdomadaires, oui ou non? Heu, Tout un programme. Donc, imaginez, moi, je suis le team leader de l'équipe. Le directeur vient me voir et me dit: «Bah, tiens, est-ce qu'on» voilà, les concurrents font, heu, des mises à jour, hebdomadaires. Nous, on est que mensuels, donc eux, ils itèrent beaucoup plus vite que nous. Leur application, voilà, est beaucoup plus réactive aux demandes des utilisateurs. Nous, on est un peu à la traîne et bah, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as l'intention de faire par rapport à ça? Le team leader, niveau 1, lui, il va répondre direct: «Heu, c'est toi le boss, c'est toi qui décides. Dis-moi quoi faire» et je le fais. Alors, un petit peu chagriné par cette réponse franche et spontanée de du team leader, le directeur va essayer de trouver des petites phrases, de trouver des petits mots justes pour, des petites tournures pour, inciter la personne à donner un peu plus de d'engagement, dans sa réponse, pour que ce soit plus constructif, pour qu'il puisse, peut-être avoir une meilleure décision au final. Alors, si vous étiez ce directeur, du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire au team leader pour le faire progresser d'un cran sur l'échelle? Alors, progresser d'un cran sur l'échelle, hein, je vous remets l'échelle.
comment on pourrait faire ça? Alors Sylvie me dit: «Comment on pourrait faire ça? Qu'est-ce que ça implique pour vous?» Et alors, ouais, le directeur, c'est: «Ouais, qu'est-ce que ça implique?» Bah, c'est nous, c'est l'équipe est charrette, hein, l'équipe elle est charrette, moi je prends pas cette décision-là parce que je veux pas prendre la responsabilité de cramer mon équipe, c'est pas moi, quoi. Je n'ai pas connaissance de la situation actuelle de l'équipe, qu'en penses-tu toi? Ah! Bah, ouais, c'est je pense, hein, je pense que l'équipe, travaille déjà d'arrache-pied pour fournir des évolutions, mensuelles. On n'a pas aujourd'hui, le socle technique nécessaire pour arriver à des, livraisons, heu, hem, hebdomadaires qui nous permettraient de garder une charge constante sur l'équipe. Y avez-vous déjà réfléchi? Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, si vous deviez, alors en fait, je vais lire un petit peu les questions. D'après toi, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui nous manque pour passer à une image hebdo? Que vois-tu de la situation actuelle de l'équipe? Imagines-tu possible de passer en hebdo? Alors voilà, là, vous avez commencé à voir exactement le truc, c'est que vois-tu? Que vois-tu de l'équipe? Donc mettre la personne dans la position d'observateur, c'est: «OK, je prends pas de décision, mais je peux donner des informations sur ce que je vois». Et après: «OK, bah, j'ai donné ce que je vois, maintenant ce que j'en pense». Après ce que j'en pense maintenant, bah, c'est peut-être ce que j'aimerais faire. Vous arriverez certainement pas, en une seule conversation à faire passer quelqu'un qui est command and control pur à quelqu'un qui va être dans l'intention de faire quelque chose. Mais déjà, si avec cette discussion-là, les questions que vous allez poser, vous mettez la personne en confiance pour qu'elle parle sur, ce qu'elle sait, vous allez petit à petit progresser. Et bien sûr, voilà, qu'en pense l'équipe? Là, on parle du team leader, mais peut-être que le team leader, lui, bah, il ne veut pas parler en son nom, mais il peut dire ce que pense l'équipe. Il peut dire effectivement ce que l'équipe lui a transmis comme info pour avancer, quoi. Donc voilà, vous voyez toutes ces petites, questions là, je vois que sur le chat, vous êtes, tous, et toutes, très réactifs, ça fait plaisir, vous avez plein d'idées. Hem En tout cas, voilà, cet exercice-là, je vous invite à le faire, à le travailler, alors soit sous la forme de petits jeux de rôle ou même avec vos collaborateurs, juste sur voilà, quand les gens ils disent: «Dis-moi quoi faire», et plutôt commander le contrôle. Si les gens ils commencent à dire: «OK, voilà ce que je pense», c'est déjà pas mal, ce qui donne leur avis. Après ce que j'aimerais faire, c'est: «Ah, ils ont une idée de solution». Ce que j'ai l'intention de faire, c'est qu'ils ont l'engagement. Et donc vous, ce que vous voulez viser, c'est l'engagement. Et avec les petites techniques que je vous ai données, pardon, vous pouvez petit à petit progresser sur l'échelle du leadership. Alors, dans la réponse, oui, comme dit Brice, effectivement, quand il y a, quand vous êtes niveau 5 et quelqu'un est niveau 1, si vous vous adaptez pas à son niveau ou à un niveau immédiatement supérieur, la discussion ira nulle part. On ne se comprend pas, ni plus ni moins. Quelqu'un, il demande et c'est pour ça que souvent il y a des scrum masters qui sont, en difficulté avec des collaborateurs qui eux sont, tout en bas de l'échelle du leadership. Parce que voilà, eux, ils cherchent l'intention, l'engagement et en fait, en face, eux, il y a l'écart est tel que, ben, on ne se comprend pas. On cherche l'engagement, d'un côté, on cherche juste à être tranquille et à attendre à recevoir des ordres. Donc voilà, il faut se mettre à niveau et les faire progresser petit à petit. Et quand on me dit: «Ça dépend», eh bien, vous avez raison. Ça dépend de plusieurs facteurs, cette échelle de leadership, parce que vous n'allez pas confier, les clés d'un sous-marin nucléaire aux stagiaires. Il faut bien évidemment, en fait, adapter le niveau de contrôle que vous donnez au niveau de compétence et de clarté de l'équipe, quoi. Donc plus, le niveau de compétence et la mission est claire et la communication est claire au sein de l'équipe et que leur niveau de compétence est clair, plus vous pouvez déléguer. La délégation, c'est pas binaire, c'est pas une science exacte, mais ça se travaille par la pratique, par le langage et c'est très, très, très contextuel, quoi. Alors rapidement après, on va passer sur, voilà le niveau 4, compléter. Donc compléter, bah, c'est plutôt que de continuer encore le travail, bah, on va découper le travail et on va des petites séquences qu'on peut compléter rapidement et donc ça, en agilité, on connaît bien. On va célébrer avec les gens. On va pas célébrer pour. C'est pas le moi versus toi, c'est nous ensemble et on célèbre pas, quelqu'un pour une action concrète. On célèbre quelqu'un avec une situation donnée, dans un contexte donné et ensemble, en fait. C'est l'équipe qui se célèbre. C'est pas le manager qui va célébrer l'équipe, c'est l'équipe
et le manager ensemble qui célèbrent quelque chose. Et fait important, c'est qu'on ne célèbre pas les caractéristiques, on célèbre les comportements. Ça, c'est pareil, c'est sciences, psychologiques, hein, et sciences cognitives. Des études qui ont montré que, quand on s'intéresse beaucoup plus au comportement et à célébrer le comportement plutôt que la caractéristique ou le résultat, et ben, en fait, on a de meilleurs résultats. Même pour les enfants et particulièrement pour les enfants, quand vous dites non pas: «Ah, tu es intelligent, c'est bien. Ah, tu es intelligent, c'est bien. Ah, tu es bon en dessin, c'est bien», mais plutôt que de dire: «Ah», plutôt que de dire, transformer ça en: «OK, tiens, tu as bien travaillé. Ah, tu t'es bien concentré là-dessus, tu t'es bien appliqué». Et en fait, récompenser le comportement. Et c'est ça qui va vraiment changer la dynamique et avoir une vision sur une action sur le long terme. C'est pas en s'intéressant au comportement petit à petit et que l'on va, faire vraiment changer durablement une transformation managériale. Donc on célèbre le chemin plutôt que la destination. Là encore, des études qui ont montré que, quand on se fixe un objectif, mais on ne célèbre pas le chemin qui a permis d'atteindre l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, on arrête. J'ai déjà vu le cas, hein, des gens, des personnes ou des managers ou des collaborateurs que ils avaient des objectifs, chiffrés et une fois l'objectif atteint, ils ont arrêté de travailler. Ils ont dit: «Bah, ça sert à rien, j'ai atteint mes objectifs, je travaille plus». Ouais, alors que si on dit: «OK, non, on célèbre le chemin, c'est la routine que tu mets en place» et donc c'est une petite célébration par les pairs, pour les pairs, quotidiennement ou très régulièrement en tout cas. Là, on va révéler le potentiel des gens et on va avoir des comportements vertueux. Donc plutôt que de dire: «Bon travail, je suis fier de toi», merci d'avoir fait ça. Un merci, c'est beaucoup plus puissant parce qu'un merci déjà, ça veut dire qu'il y a eu un impact positif pour nous. Quand on dit merci, donc remercier les gens, super important. Pareil, une équipe que j'avais accompagnée, lors de leur rétrospective, un point super important qui faisait beaucoup de bien aux gens, c'est que les 5 premières minutes de la rétro, c'était consacré aux remerciements. Donc voilà, bah, question, des exemples de célébration. Oui, oui, alors un merci, un 5 minutes, au début d'une rétrospective pour dire: «OK, bah, 5 minutes de partage, merci» et on remercie publiquement une personne pour telle action ou tel comportement qui s'est produit. Et ça, voilà, ça pour la reconnaissance, ça ça fait vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Hem, plutôt que de dire: «Tu es un expert», donc on met une étiquette, boum, une étiquette sur l'expert, c'est un expert, c'est toi, qui va gérer ça. Non, on va dire: «Tu as travaillé dur pour résoudre ce problème, merci». Parce que du coup là, on parle du comportement. Et donc voilà, avec petit exercice de reformulation, «Je ne sais pas faire cela». Alors, reformuler ces phrases dans une tournure qui indique un état d'esprit en expansion, un état d'esprit, qui est ouvert à l'apprentissage, à la progression. Donc: «Je ne sais pas faire cela». Exactement Mathieu, je vois que Mathieu, tu connais un peu. Je ne sais pas encore faire cela. Et ça change complètement la tournure de la phrase. Dans le premier cas, c'est fixe, ça ne bouge pas. Le deuxième cas, c'est: «Je ne sais pas encore le faire». Sous-entendu, dans un futur proche, je pourrai le faire. Je dois apprendre à faire cela, et cetera. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, j'abandonne. Bah non, on va pas dire j'abandonne. On va dire: «Je n'y arrive pas encore, mais je vais progresser, je vais m'améliorer. C'est assez bon, je peux faire mieux», et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est toujours en fait et ça alors ça c'est cette partie-là, c'est vraiment un livre qui s'appelle de Carol Dweck sur le growth mindset, donc l'état d'esprit en expansion. Pareil qui s'appuie, là je trouvais dans le chat, les personnes qui voulaient des références. Il y a des références à la fin, je vais vous les citer, dans quelques minutes, dans 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Et plutôt que de dire: «J'ai échoué», parce que l'échec, il fait partie courante du monde de l'incertitude. Donc oui, forcément, on va échouer. Heu, on va dire: «J'ai appris quelque chose». C'est, Mandela, alors arrêtez-moi dans le chat si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est Mandela qui disait, «Jamais je ne perds, soit je gagne, soit j'apprends». Voilà, avant-dernier, concept et s'améliorer et c'est ne pas être bon, mais c'est devenir meilleur. Donc là, c'est travailler son langage encore une fois, qui soit orienté futur et non pas sur le passé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, heu, acquiescer le problème, caractériser un problème, une problématique et par contre se projeter dans un futur
pour voir de l'avant et faire émerger des solutions. C'est être tourné vers les autres et non se centrer sur soi. C'est pas du moi je, moi je, moi je. C'est nous ensemble. Nous ensemble on collabore. Et c'est centré sur le process et pas sur les personnes. Alors la différence avec le truc d'avant, c'est que centré sur le process, ça veut dire bah, quand on blâme, plutôt que de blâmer une personne pour un comportement, c'est dire qu'est-ce qui fait que dans notre processus, on a pu arriver à avoir ce comportement-là? Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer la façon dont on travaille pour éviter naturellement ce genre de comportement? Alors après, bien sûr, il y a des je mets des guillemets, bien sûr, on peut dire, stop, il y a des gens qui vont être malveillants, ça peut arriver, bien évidemment. Mais en règle générale, avant de blâmer le premier venu, heu, intéressez-vous au système et dire: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans ce système-là pour améliorer les comportements des gens?» Et donc voilà, avant de dire: «J'ai rien fait de mal, c'est pas moi», posez la question: «Comment vois-tu ceci?» À la réponse: «On a toujours fait comme ça», eh ben, hop, on switch: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent?» Et plutôt d'éviter les erreurs, visons l'excellence, parce que des erreurs, de toute façon, il va y en avoir. Une idée, de rétrospective, si vous voulez, la mettre en place pour savoir un petit peu comment vous vous situez sur ce mouvement entre le rouge et le bleu, l'action et la réflexion. C'est un format de rétrospective, de timeline en fait, où vous mettez, les actions et les rôles sur des petits post-it rouges et les décisions et qui a pris la décision, sur les post-it bleus. Et vous voyez si ça s'alterne bien ou si c'est très séquentiel, il y a que des décisions, après il y a que des actions. Voilà, ça peut être intéressant à explorer dans vos contextes pour voir un peu où est-ce que vous vous situez sur ce rythme entre l'action et la réflexion. Et enfin, je terminerai là-dessus, connecter. Connecter, c'est finalement c'est ce lien qui va permettre d'activer tous les autres tactiques de leadership. Et là, on va parler de soft skills, on va parler bien évidemment de savoir-être, à commencer par réduire le power gradient. Réduire le power gradient, c'est réduire la distance sociale entre le boss et les collaborateurs. Donc c'est que le boss, il se mette au niveau du collaborateur. Qu'il y ait pas ce sentiment d'autorité, massive, qui amène, voilà, des freins dans la communication. Admettre qu'on ne sait pas aussi, on n'est pas, le boss, n'est pas, le monsieur l'omniscient. Être vulnérable, c'est aussi, bah, c'est la communication non violente. C'est un très bon moyen pour, cultiver ça, pour apprendre ça, à communiquer ses émotions, à communiquer c'est, le fait de dire que, bah, voilà, parfois on n'est pas OK et que ça touche. Et en premier lieu, c'est faire confiance. Faire confiance avant tout, avant de blâmer. C'est faire confiance dans les personnes. Comme disait Jean-François Zobrist, faire confiance rapporte plus que le contrôle. C'est un des mots d'ordre, des entreprises libérées. Donc voilà, j'ai besoin que tu prennes une décision, et ben, nous devons décider de ça. Si tu fais pas tes essais, mettons tes chaussures pour que nous y allions. Là, je fais un petit coucou aux parents. Non, non, ce n'est rien, ça va aller. Eh ben, on va formuler ça différemment. Je ne suis pas rassuré sur cette situation. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, on s'ouvre à l'autre et on dit factuellement, bah, enfin, on dit ce qu'on ressent. J'ai plus d'expérience que toi, donc là, le biais d'expertise, d'autorité. Et ben, on va dire plutôt, ton regard neuf nous apportera un nouvel éclairage sur ce contexte. Vous voyez, la tournure de phrase peut changer complètement la perception qu'on a d'une collaboration et d'une situation. Bref, voilà, il est temps de conclure. J'ai 2 minutes pour conclure. Passer du leadership au leadership, heu, c'est 6 principes que je vous ai énoncés avec des techniques, des pratiques derrière, plus ou moins, heu, complexes, très simples, ou parfois, qui peuvent prendre plus de temps comme la communication non violente. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez rythmer, trouver un équilibre et rythmer entre passer à l'action, passer à la réflexion, repasser à l'action, et cetera. Et tout le mindset qu'on développe avec l'agilité, dans les transformations, on essaie aussi de transformer un mindset, mais transformer un mindset, c'est super compliqué, c'est très, très long, ça peut prendre des années. Là, l'idée, c'est, voilà, de travailler son langage déjà, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler un peu différent, à parler mieux pour, mieux faire, embarquer, les gens, et donc embarquer les gens, inspirer les gens, montrer l'exemple, bah, ça, c'est ni plus ni moins que le leadership, mesdames et messieurs. Donc adopter un langage orienté l'intention plutôt que l'injonction, solution plutôt que ressasser les problèmes mais rien faire d'autre, et l'apprentissage continu encore une fois. Comme disait Thierry Marx, bienveillant avec les gens et dur avec les faits.
Quelques références, Leadership is Language, David Marquet, Grosse Mindset, Carol Dweck, et Changez vos questions, changez votre vie de Marie Adams, si vous voulez creuser ces sujets-là et retrouver les références aussi à des études que j'ai mentionnées à l'oral. Tout est dans ces 3 ouvrages, excellents ouvrages de référence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, moi je suis disponible pour vous. On peut rejoindre le Discord et avec plaisir pour échanger sur ces sujets-là. Parce que voilà, c'est avec des petits sujets comme ça, avec des petits mots qu'on va faire la différence pour faire des transformations réussies. Petit mot enfin pour Rainforest, pensez-y, Rainforest Action Network, très belle association qui défend les forêts de notre belle planète. Merci à vous les studios, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous.